Bonjour, j'espère que tout le monde m'entend. Donc, je vais d'abord me présenter à vous, Christine Boulet. Je suis consultante en ressources humaines du cabinet Aptitude RH sur Lyon et je suis partenaire d'EMOS, formatrice en intra, en inter et également sur des cycles longs certifiants RH sur Paris. Donc voilà pour la présentation. Nous allons passer 1 heure ensemble à échanger sur l'entretien professionnel. Cette séquence d'1 heure va se déployer de la manière suivante: environ 40-45 minutes de présentation et ensuite environ 15 à 20 minutes de questions, voilà, auxquelles j'essaierai bien évidemment de répondre le plus précisément possible. Alors, si tout le monde est prêt, je vous propose que nous commencions donc cette thématique sur l'entretien professionnel. Entretien professionnel, si vous le permettez, on va déjà faire quelques rappels. Entretien obligatoire tous les 2 ans pour chaque salarié, avec un double objectif, un objectif fonctionnel qui est d'échanger avec le salarié sur ses perspectives d'évolution professionnelle et notamment en termes de qualification et d'emploi. Donc on est bien sur des perspectives d'évolution professionnelle. C'est important de bien garder ce point en tête. Et un objectif plus opérationnel en qualité d'RH, qui est d'identifier les besoins en matière de formation et de développement de compétences à moyen terme. Là encore, la notion de moyen terme est importante. On n'est pas sur du court terme. L'entretien professionnel doit permettre d'examiner les conditions dans lesquelles l'entreprise peut travailler sur l'employabilité, là encore l'employabilité à moyen terme, et permettre aux salariés d'évoluer professionnellement, et je le répète volontairement, toujours à moyen terme. Précision depuis le début de cette mise en œuvre, les salariés qui arrivent dans l'entreprise doivent être informés de l'organisation de l'entretien professionnel et du fait qu'ils auront cet entretien dans 2 ans après leur arrivée dans l'entreprise. J'ai insisté sur le moyen terme parce qu'on est bien d'accord, l'entretien professionnel n'est pas inclus dans l'entretien annuel. J'ai aussi insisté sur la notion de perspective d'évolution professionnelle, ce qui en fait un entretien RH et non pas un entretien managérial. Attention, je ne suis pas en train de dire que les managers n'ont pas le droit de mener cet entretien. Mais le contenu de cet entretien n'est pas directement lié à une posture managériale. Ce qui veut donc dire que si cet entretien est assuré par les managers, il est extrêmement important de former les managers à cet exercice de style. C'est déjà compliqué quelquefois pour certains managers de mener à bien l'entretien annuel d'évaluation. Il ne faut surtout pas qu'il y ait une confusion entre l'entretien professionnel et l'entretien d'évaluation annuelle. Pourquoi est-ce que j'insiste également sur le fait qu'il a vraiment un contenu et une posture RH et non pas managériale? Nous venons de revoir ensemble qu'il a pour but de travailler sur les perspectives d'évolution à moyen terme. Vous le comprenez, il peut être compliqué pour un collaborateur d'expliquer à son manager que dans 3 ans ou dans 5 ans, il se voit sur un poste de responsable qui est peut-être à peu près l'identique du poste que occupe son propre manager. Où il peut être compliqué pour un collaborateur d'expliquer que dans 2 ans ou dans 3 ans, il se voit dans un autre métier, ce qui veut donc dire dans un autre service ou dans une autre direction de l'entreprise, ce qui suppose que bien évidemment le collaborateur a d'une certaine manière envie de quitter son manager actuel.
Donc voilà. Si ce sont les managers qui mènent cet entretien, eh bien, c'est ce que j'appelle de la sous-traitance interne. Mais il faut dans ces cas-là que notre prestataire interne ait les capacités et soit formé, encore une fois, au contenu et à la finalité de cet entretien professionnel. Donc on est bien d'accord, c'est un entretien qui est distinct de l'entretien annuel d'évaluation. Je viens de vous en parler dans une logique de positionnement RH. J'y remets un petit point juridique. La loi précise bien que l'entretien professionnel ne doit pas porter sur l'évaluation du travail du salarié. Et là, bien évidemment, on voit bien la part des choses entre l'aspect RH et l'aspect management. Le contenu de l'entretien professionnel doit également être adapté à la situation du salarié. Si c'est un entretien après une absence de longue durée, le contenu doit à partir de là zoomer sur ce moment, les conditions liées à la reprise, les objectifs professionnels et éventuellement les besoins en formation. Tenir compte également de l'âge du collaborateur, si c'est un entretien qui s'adresse à une personne expérimentée ou un senior, et bien tenir compte de son âge et à partir de là, évoquer à travers les conditions de travail, les perspectives de déroulement de fin de carrière et peut-être des hypothèses en termes de poursuite d'activité sur du tutorat, de la retraite progressive, du cumul emploi-retraite. Donc bien adapter le contenu de l'entretien pro à la situation individuelle du salarié. Qu'est-ce qui change au niveau de l'entretien professionnel en 2019? La loi de 2018 maintient les fondamentaux de cet entretien professionnel, c'est-à-dire le fait qu'il soit obligatoire tous les 2 ans, ce qui est le cas depuis sa création en mars 2014, mais elle introduit quelques modifications qui sont applicables depuis le 1er janvier 2019. Première nouveauté, l'entretien professionnel est enrichi. Le salarié doit recevoir des informations complémentaires et vous allez le voir, ces informations complémentaires, elles ont là encore un contenu RH assez pointu. Le salarié doit être informé sur les dispositifs de la validation des acquis de l'expérience, sur l'activation de son compte personnel de formation, recevoir des informations relatives aux abondements que l'entreprise peut éventuellement mettre en œuvre et financer, et également des informations relatives au conseil en évolution professionnelle, ce qui veut donc dire, je me répète volontairement, si l'entretien pro est mené par un manager, ça veut donc dire que le manager a une certaine expertise sur ces différents dispositifs. Autre nouveauté concernant l'entretien pro en retour d'une absence de longue durée. Vous le voyez sur la diapo, je vous ai rappelé les situations qui amènent à envisager cet entretien, à déclencher cet entretien, congé maternité, parental, etc., sabbatique. La nouveauté depuis le 1er janvier 2019 étant que l'entretien peut avoir lieu à une date antérieure au retour du salarié, sur initiative du salarié concerné, sachant que préalablement, cette possibilité de rendez-vous d'entretien antérieur n'était ouverte qu'au titre du congé parental d'éducation. Maintenant, ça l'est pour l'ensemble des absences de longue durée. Entretien professionnel et bilan professionnel. Là, je vous fais un petit rappel. Vous le savez, au bout de 6 années, c'est-à-dire à l'issue du 3e entretien pro, une obligation donc de faire un bilan.
L'objectif de ce bilan étant de faire un état des lieux récapitulatif du parcours du salarié, à savoir, a-t-il eu l'intégralité de ces 3 entretiens professionnels biennaux? Ça, c'est le premier challenge. Et puis, pendant ces 6 ans, le salarié a-t-il suivi au moins une action de formation? A-t-il bénéficié ou a-t-il pu obtenir des éléments de certification par le biais, à titre conventionnel reconnu au niveau de la convention collective ou sous forme de diplôme ou par le biais de la VAE? Et a-t-il bénéficié d'une manière ou d'une autre d'une progression ou salariale ou professionnelle au niveau de l'évolution de son poste? Cet entretien professionnel doit faire l'objet d'une traçabilité en termes de récapitulatif, l'établissement d'un document dont une copie est remise au salarié. On est bien d'accord et cela ne change pas au titre de la loi à venir et des dispositifs suivants. Obligation de résultat en cas de litige devant les prud'hommes, c'est quelque chose qu'il faut être en capacité de prouver. Ce qui change en 2019 par rapport à cette étape, la loi à venir ne modifie pas en tant que tel le principe du parcours professionnel, à savoir qu'on est toujours face aux 3 thématiques sur lesquelles il faut être vigilant, la formation, la certification et ou progression salariale ou professionnelle. Par contre, ce qui est introduit par la loi à venir, c'est qu'il n'y a plus un impératif que le salarié bénéficie de 2 des 3 points évoqués préalablement, puisque en fait, le déclenchement de la sanction a été modifié de la manière suivante. Et là, je vous invite donc à prendre connaissance de la diapo suivante. La sanction se déclenche pour autant que le salarié n'ait pas eu ces 3 entretiens biennaux, donc là, pas de modification. Par contre, l'autre critère étant que le salarié bénéficie d'une formation autre qu'une formation obligatoire. Et là, c'est vrai que c'est un vrai challenge nouveau pour les entreprises, ce qu'on appelle une formation obligatoire étant une formation, je vous en rappelais la définition, une formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires. Ça veut donc dire que le salarié doit bénéficier d'une formation qui ne rentre pas dans cette catégorie de formation obligatoire. Donc, effectivement, un dispositif plus compliqué à mettre en œuvre pour les entreprises et qui, ne l'oublions pas, petit à petit, on se rapproche de la date limite, ce qui veut donc dire que là, le législateur nous a apporté un point qui n'était pas prévu au départ quand l'entretien professionnel et le bilan professionnel ont été mis en place en 2014. Les premiers bilans donc devant intervenir mars 2014, un premier entretien avant mars 2016, un deuxième entretien avant mars 2018 et donc 3e entretien date limite mars 2020. 3e entretien au titre duquel le bilan professionnel s'impose. Sur ce point, la loi à venir de 2018 n'a rien changé. La nouveauté étant que le curseur prévu en mars 2020 a été déplacé et repositionné au titre de la loi à venir au 31 décembre 2020.
Et puis est arrivé au mois d'août 2019 une ordonnance qu'on attendait en pointillé, une ordonnance qu'on appelle l'ordonnance Balai du 21 août 2019, qui nous a instauré une période transitoire. Cette période transitoire reporte non seulement le dispositif prévu au 31 décembre 2020, ceci par la loi à venir, mais réintroduit les possibilités que nous avions avant la loi à venir, permettant aux entreprises donc de se mettre en conformité sur cette période transitoire, le législateur nous précisant jusqu'au 31 décembre 2020, pour éviter la pénalité liée à l'entretien professionnel, les entreprises n'ont qu'à répondre aux conditions antérieures à la loi à venir. Donc les conditions antérieures à la loi à venir, je vous les rappelle, les 3 entretiens professionnels réguliers et au moins 2 actions mises en place au cours des 6 années, et ou une action de formation, et ou une action de certification, et ou une action de progression salariale ou professionnelle. Sur ces 3 items, le point important à mettre en avant, c'est que la formation n'est pas obligatoirement une formation non obligatoire. Si on revient sur les dispositifs précédant la loi à venir, rentre dans l'obtention de ces 3 critères, aussi bien les formations non obligatoires que les formations obligatoires. Ce qui, bien évidemment, pour certaines entreprises, il peut être plus simple et peut être déjà mis en place certaines actions de formation obligatoires qui vont entrer dans 2 des 3 critères et non pas de rentrer dans le dispositif postérieur à la loi à venir, toujours les 3 entretiens pro, mais on oublie les 3 critères, on ne retient qu'un seul et unique critère, le critère de formation, mais en contrepartie, il s'agit obligatoirement d'une formation obligatoire. D'une formation non obligatoire, pardon. Ce qui amène à se projeter non plus sur 2019, mais sur 2021, puisque 1er janvier 2021, on aura bouclé la période transitoire, et à partir de cette date, toutes les entreprises de plus de 50 salariés seront obligatoirement sur le nouveau dispositif, à savoir les 3 entretiens professionnels, ça ne change pas, et une action de formation non obligatoire. C'est bien à ce titre, et selon ces 2 impératifs, ces 2 obligations, et uniquement au titre de ces 2 obligations, que tombera la pénalité qui sera toujours sous forme d'amendement au titre du CPF du salarié concerné, avec une somme créditée à hauteur de 3 000 €. Alors, on attend plus ou moins un projet de décret, cette somme de 3 000 € étant maintenue comme étant un maximum. Il y aura peut-être des dispositifs qui amèneront à ce que la somme de 3 000 € soit minorée en fonction de certains critères ou de certaines situations que l'on ignore pour le moment. Donc voilà, pour le moment, gardons plutôt à l'esprit la somme de 3 000 € qui sera donc créditée sur le compte CPF, le compte personnel de formation de chaque salarié qui n'aura pas eu les 3 entretiens pro et une action de formation à caractère non obligatoire d'un point de vue conventionnel ou d'un point de vue légal.
Entretien pro, bilan professionnel, ce qui change en 2019. Alors, c'était déjà plus ou moins en pointillé, mais l'article du Code du travail au titre du 1er janvier 2019 le réaffirme. Une obligation vis-à-vis des IRP et dans le cadre de la consultation annuelle qui existe déjà au titre de la politique sociale de l'entreprise et de tout ce qui concerne les conditions de travail et d'emploi, de transmettre au CSE, au comité social et économique, via la BDES, via la base de données économiques et sociales, ou lors de réunions sur cette thématique, des informations concernant la mise en œuvre, une obligation qui est réaffirmée par le législateur de bien tenir informés les membres du comité social et économique, ou via la base de données économiques et sociales et ou lors de réunions sur les thématiques politique sociale d'entreprise et conditions de travail et d'emploi, sur à la fois les conditions de mise en œuvre des entretiens pro et à la fois sur un état récapitulatif concernant bien évidemment le nombre d'entretiens pro qui ont été effectués sur un rythme biennal, le nombre d'entretiens pro qui ont été effectués au retour d'absence de longue durée, le fait que chaque salarié soit bien informé de ces mises en œuvre des différents entretiens professionnels, et puis un récapitulatif des entretiens pro qui n'auraient pas été mis en œuvre et pour lesquels la pénalité viendra à partir de l'accréditer le CPF des salariés concernés. Alors là, je crois que j'ai un petit blocage de diapo. Voilà, c'est bon, super. Donc, l'employeur devant... Non, alors on va peut-être faire comme ça, est-ce que ça marche? Voilà, donc l'employeur devant communiquer, voilà, vous l'avez sous les yeux, le nombre de salariés bénéficiaires d'entretien professionnel avec, comme je viens de vous l'expliquer, les typologies des différents entretiens pro menés, le cadre, qui a mené les entretiens pro, sont-ils menés par les managers ou par les RH, et puis le nombre de salariés. On est bien sur des volumes, hein, comme toujours vis-à-vis des IRP, le nombre de salariés qui, de par l'absence d'entretien pro ou par le non-suivi de 2 des 3 items encore possible à respecter jusqu'au 31 décembre 2019, ou aucune formation, donc en revenant uniquement sur la thématique formation, aucune formation non obligatoire se voit créditer leur CPF de la somme de 3 000 €, donc c'est-à-dire bénéficiaire de ce que l'on appelle l'abondement correctif. Possibilité sur différents points d'aménager certains aspects du contenu de l'entretien professionnel, ou par accord de branche ou par accord d'entreprise. Les points d'aménagement étant les suivants: définir un cadre, des objectifs, des critères collectifs d'abondement du CPF au sein de l'entreprise. Donc un cadre, ça peut être quoi? Un cadre, ça peut être une typologie de population, ça peut être une situation évoquée en termes de volonté de l'entreprise de développer certaines compétences sur certains métiers.
avec des mises en œuvre de formation en système de co-investissement à travers le CPF et bien évidemment des systèmes d'abondement et de prise en charge importants et généralisés, en tout cas collectifs, même s'ils ne sont pas généralisés à l'entièreté des salariés, mais en tout cas à une partie bien identifiée du capital humain. Possibilité, excusez-moi, j'ai perdu ma petite flèche, voilà. Prévoir également, alors là je reviens sur l'entretien pro, prévoir également d'autres possibilités d'appréciation au titre du parcours professionnel du salarié, c'est-à-dire les 3 items, formation, progression salariale ou professionnelle et certification. Une entreprise peut tout à fait introduire d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié dans cet état récapitulatif à faire au bout de 6 ans. Bien évidemment, ces modalités d'appréciation feront l'objet de concertation et de négociations avec les IRP, puisque faut-il encore qu'on ait tous à peu près la même vision de la chose et de l'intérêt de cette mise en place. Donc voilà, définir des modalités de progression professionnelle et puis modifier également éventuellement la périodicité des entretiens, sachant que la date butoir, ou plus exactement la durée globale est obligatoirement de 6 ans. Ça, on ne peut pas le modifier par accord d'entreprise. Par contre, on peut tout à fait modifier la périodicité des entretiens. On pourrait imaginer, par exemple, non pas un entretien tous les 2 ans, mais un entretien tous les 3 ans. Encore une fois, pour autant que ce soit ou prévu par la branche ou négocié avec les IRP, les membres du comité social et économique. Il y a un point, bien évidemment, qui ne peut en aucun cas faire l'objet de négociations, c'est le cadre des modalités de sanction, à savoir notamment à partir de 2021, les 3 entretiens pro sur une durée de 6 ans et une formation non obligatoire, suivie obligatoirement par chaque salarié. Voilà, on est allé un petit peu plus vite que prévu, ce qui est pas mal parce que ça nous laissera plus de temps pour pouvoir échanger et pour que je puisse répondre à vos différentes questions. Voilà, donc on va rentrer sur l'étape interactive qui va me permettre donc d'échanger avec vous. Alors j'ai une première question. L'entretien professionnel est-il obligatoire pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, ou est-il réservé à des entreprises avec un effectif seuil, plus de 50 par exemple? Alors le principe de l'entretien professionnel s'adresse à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises de moins de 50 salariés. Mais le législateur n'a prévu de sanctions que pour les entreprises de plus de 50 salariés. Et la loi à venir ou la fameuse ordonnance Balai n'ont pas modifié le seuil de déclenchement de la sanction. À 6 ans, il faut faire un entretien et un bilan avec 2 supports distincts. C'est bien cela? Non, pas obligatoirement. On peut dire que le 3e entretien est un peu plus consistant que les 2 premiers et que on aura peut-être envie d'avoir un support un petit peu plus élaboré qui permettra de faire ce que j'appelle un inventaire. Néanmoins, rien n'interdit que les supports utilisés lors de l'entretien numéro 1 et de l'entretien numéro 2 prévoient déjà certaines mentions. On n'est pas dans l'obligation au titre du 3e entretien d'avoir un double support.
un support qui serait attaché à l'entretien numéro 3 et un support qui serait attaché au bilan. C'est l'entretien numéro 3 qui fait acte et qui sert de bilan, et à partir de là, la traçabilité sur un seul support se suffit en tant que tel. Du coup, j'ai une question qui rebondit. Pouvez-vous me confirmer que le bilan devra être réalisé en 2021? En effet, nos premiers entretiens ont eu lieu en 2015, le second en 2017 et le troisième en 2019. Eh non, on reprend le cadrage de départ avant qu'il y ait la loi à venir et notre ordonnance Balai. Il s'avère que cette obligation est attachée à la loi de mars 2014. Et le petit piège de l'époque, qu'on n'a pas tous vu venir, c'est que ce point était d'application immédiate. Donc on fait le décompte ensemble. Loi du 7 mars 2014, d'application immédiate, ce qui veut donc dire un premier entretien avant mars 2016, un deuxième entretien avant mars 2018 et un troisième entretien au plus tard mars 2020. L'ordonnance Balai nous permet de glisser jusqu'au 31 mars 2020. Votre entretien devra obligatoirement, votre troisième entretien et le bilan professionnel n'est pas reporté sur 2021, mais au plus tard, au 31 décembre 2020. C'est-à-dire que par rapport au cadrage de départ, on a 9 mois de souplesse par rapport à ce qui était prévu initialement. Mais voilà, il faut que les 3 entretiens aient lieu avant le 31 décembre 2020. Alors, s'il existe un accord d'entreprise sur une périodicité différente des entretiens professionnels, que se passe-t-il? Respect de l'accord ou des 3 entretiens professionnels? Les 3 entretiens professionnels restent obligatoires jusqu'à la mise en œuvre de l'accord, sachant que cette possibilité de modifier par accord n'a été introduite qu'avec la loi à venir, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 2019. Donc vous restez sur la première partie de la mise en œuvre des entretiens, vous restez soumis à ce qu'avait prévu le législateur, à savoir un premier entretien. Alors si on prend la souplesse de fin d'année, on peut dire qu'on va glisser au 31 décembre 2014, donc un premier entretien en 2015, un deuxième entretien obligatoirement courant 2018, et puis un troisième entretien courant 2020. Il n'y aura pas d'effet rétroactif. Donc difficile d'imaginer à ce jour de pouvoir zapper le troisième entretien. Cet accord sera aura principalement un aspect de mise en œuvre opérationnelle à partir de 2020, et donc avec un décompte qui va se faire à partir de 2021. Alors j'ai une question, les apprentis et les contrats de professionnalisation doivent eux aussi réaliser un entretien professionnel? Là, il faudrait, j'avoue que j'ai une petite hésitation sur ce point. Il faudrait valider si effectivement ce type de population est soumise. J'avoue que là, je ne l'ai plus en tête et je ne veux pas, sous prétexte de vous répondre quelque chose, vous répondre n'importe quoi. C'est un point à clarifier. On pourra regarder ensuite. L'abondement de 3 000 €, c'est par salarié, 3 000 € par salarié? Eh oui, c'est 3 000 € par salarié. Il s'avère que jusqu'à la loi à venir, donc quelque chose qui est encore récent, c'était 3 000 € par salarié à temps plein et 3 900 € par salarié à temps partiel, ce qui pouvait sembler un petit peu paradoxal, une pénalité plus importante pour les salariés à temps partiel que pour ceux à temps plein. En fait, l'esprit de la loi étant de dire,
Si le salarié à temps partiel n'a pas eu ces 3 entretiens, et s'il n'a pas eu ou une action de formation, obligatoire ou non obligatoire, et ou une progression salariale ou professionnelle, et ou une certification, ça veut dire d'une certaine manière que ce salarié à temps partiel a été un peu oublié sur le côté de la route. Ce qui, reconnaissons-le, est quand même assez souvent le cas pour les salariés à temps partiel. Et donc, le législateur, estimant qu'un salarié à temps partiel, qui est souvent un peu oublié dans l'entreprise, a encore plus besoin d'aide pour se former. N'oublions pas que la pénalité tombe sur le compte personnel de formation du salarié, et donc estimant qu'un salarié à temps partiel est un ayant droit encore plus sensible à ce besoin de déclencher son CPF pour se former, garantir son employabilité ou pour rentrer dans une logique de développement de compétences. Cette différenciation entre salarié plein temps et salarié à temps partiel a été complètement gommée, donc à travers le remplacement d'une sanction et d'une pénalité unique qui est bien de 3 000 € par salarié à l'issue de chaque période de 6 années. Ce qui veut donc dire que ce qui va se retrouver à être mis en œuvre dans les entreprises au 31 décembre 2020, eh bien, se retrouvera à nouveau sur un rythme tous les 6 ans. N'oubliez pas qu'à travers la nouvelle période de 6 ans, on pourra modifier la périodicité des entretiens, mais la période de 6 ans restant un périmètre temporel incontournable qui ne peut pas être négocié par accord et figé, en tout cas à ce jour, par le législateur. Alors, le salarié est-il en droit de refuser un entretien et dans ce cas, l'entreprise est-elle sanctionnable? Le principe de l'entretien est quelque chose qui s'impose aux deux parties. L'employeur a une obligation de le mettre en œuvre, le salarié a une obligation de principe de se présenter à cet entretien. Bien évidemment, entre l'aspect, on va dire, théorique juridique et puis la réalité opérationnelle, ben vous savez comme moi, dans la vraie vie de l'entreprise, peuvent se passer des situations qu'il nous faut gérer en tant que RH. On ne peut pas aller chercher de force le salarié, le contraindre. À partir de là, s'il y a refus de la part du salarié, pour qu'il n'y ait pas de risque de sanctions vis-à-vis de l'employeur, comme dans tout type de situation identique, il faut bien en garantir la traçabilité. Donc vous allez prendre soin de convoquer, d'établir la mise en œuvre du rendez-vous d'entretien pro par écrit, et en cas de refus du salarié, vous demanderez au salarié de bien vouloir formaliser son refus par écrit. S'il y avait de sa part à nouveau un refus, on peut avoir de temps en temps affaire à des salariés un peu plus compliqués à gérer, et bien dans ces cas-là, vous établirez au niveau RH une réponse à sa place, lui signifiant que vous avez bien pris en considération son refus exprimé tel jour. Bon, essayez de faire en sorte que le refus qui n'est dans ces cas-là que oral est un caractère incontestable, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, mais au moins que le salarié, dans ces cas-là, exprime son refus devant 2 personnes, son manager et un collaborateur ou une collaboratrice du service RH, de manière à ce qu'il n'y ait pas de contestation, et donc vous formaliserez en lieu et place du salarié le refus qui a été exprimé par le salarié concerné. Y a-t-il une instance qualifiée pour vérifier que nous nous sommes acquittés de nos obligations? Alors, la
pénalité de 3 000 €, elle est sous logique d'autodéclaration, hein, c'est que cette pénalité sera versée directement à France Compétences. En autodéclaration, ce qui veut donc dire que si l'entreprise trichait à cette étape-là, ben, ça veut dire que l'entreprise serait défaillante à 2 reprises. Une première fois défaillante de par une obligation de mener des entretiens professionnels biennaux et de former ou de certifier ou de faire progresser son salarié ou de le former sur une formation non obligatoire, et qu'en plus, de par cette première défaillance qui l'amène à devoir créditer les 3 000 € sur le compte personnel de formation du salarié, elle fait une fausse déclaration puisque une défaillance de l'auto-déclaration est considérée comme une fausse déclaration. Pour aller un peu plus loin dans ma réponse par rapport, je crois, au cœur de la question posée, c'est contrôlable au titre de toute déclaration fiscale. On peut imaginer bien évidemment que ça puisse être contrôlé par l'inspecteur du travail, donc par la directe. On peut également, souvent dans la boucle, se retrouve également une possibilité, mais qui sur ce point-là est un peu théorique, de l'URSSAF. Il peut y avoir bien évidemment un contrôle de France Compétences dans un premier temps, sans doute en s'appuyant sur les OPCO, et puis, et là c'est bien identifié comme tel, un contrôle de la part des services fiscaux, puisqu'on est bien sur un contrôle d'une déclaration qui a un esprit fiscal en tant que tel. J'ai une question un petit peu longue. Le Code du travail dispose, troisième, bénéficier d'une progression salariale ou professionnelle. Peut-on considérer que les augmentations générales sont comprises dans cette progression salariale, a fortiori si cette augmentation est supérieure au minimum conventionnel? Par ailleurs, la progression professionnelle peut-elle s'apprécier aussi bien horizontalement que verticalement, voire géographiquement? Bon, faudra peut-être. On est plus sur l'augmentation. Ouais. Peut-être que j'ai oublié au fil du temps un petit morceau de la question. Vous me relancerez. En tout cas, sur le début de la question posée, est-ce qu'une augmentation, donc je reformule pour être sûr d'avoir bien compris, est-ce qu'une augmentation générale, même si elle est, on va dire, plus confortable et plus généreuse que ce qui est prévu au niveau de la loi ou ce qui est prévu au niveau de la convention collective, peut répondre à ce critère? Ma réponse est non. Pour que l'on puisse parler de progression salariale, il faut bien que le salarié bénéficie d'une progression salariale individuelle, c'est-à-dire d'une progression salariale qui vienne bien démarquer que ce salarié progresse d'une manière personnelle, d'une manière individuelle, qu'il y a en retour d'un développement de compétences, une reconnaissance de l'entreprise qui ne se limite pas à l'augmentation générale telle qu'elle a pu être négociée avec les représentants du personnel au titre des NAO, au titre des négociations annuelles obligatoires. Donc on est bien dans quelque chose de personnalisé et d'affecté aux salariés à titre individuel. La deuxième partie de la question était, par ailleurs, la progression professionnelle peut-elle s'apprécier aussi bien horizontalement que verticalement, voire géographiquement? Alors, une progression professionnelle n'est pas quelque chose qui va s'apprécier géographiquement. On ne peut pas considérer qu'un salarié a progressé professionnellement parce qu'il a changé de lieu de travail. On peut imaginer que le fait de progresser sur un poste en transverse
constitue à un moment donné une étape intermédiaire ou constitue un nouveau challenge qui amènera peut-être dans une deuxième étape, à moyen terme ou à long terme, le salarié à pouvoir évoluer, alors que peut-être était-il initialement dans un cœur de métier ou dans une filière sur laquelle il n'y avait pas de potentiel d'évolution important, ou voire même pas de potentiel d'évolution du tout. Donc oui, ça peut être effectivement une progression professionnelle horizontale qui constitue un tremplin, bien évidemment. Et là, je m'écarte un petit peu de l'aspect RH pour rejoindre l'aspect plus juridique. Bien évidemment, en cas de litige, il faudra que l'entreprise soit en capacité de prouver qu'on était bien dans une logique de parcours professionnel à plusieurs étapes pour lesquelles il était envisagé un développement de compétences et ensuite peut-être le positionnement du salarié sur des postes à plus grande responsabilité ou sur des postes au titre desquels il y a des actions managériales, par exemple. Peut-être qu'il est dans une typologie de poste où il n'y a pas de logique de pilotage d'équipe et que en travaillant sur une progression horizontale, ça l'amènera dans une deuxième étape à prendre le management d'une équipe. Ça peut être ça. Alors, d'après notre OPCO, le report au 31 décembre 2020 concerne uniquement la notion de formation obligatoire et pas le report de l'entretien de bilan qui serait maintenu au 7 mars 2020. Qu'en pensez-vous? Moi, j'en fais une interprétation plus souple et me semble-t-il, c'est l'esprit de l'ordonnance Balai, hein, que de donner un petit peu plus de temps. Oui, effectivement, cette période transitoire qui permet encore de considérer jusqu'au 31 décembre 2020 que s'il n'y a pas de possibilité de mettre en place une formation non obligatoire, on puisse encore utiliser les deux items sur les trois tels que prévus à l'origine du dispositif. J'en fais également une interprétation plus souple qui serait déplacer le curseur du troisième entretien pro, positionné donc sur la période transitoire entre mars 2020 et le 31 décembre 2021. Sachant que ça fait quand même assez longtemps que sur cette partie-là, on était peut-être dans une hypothèse d'avoir à un moment donné une souplesse introduite par le législateur, en parallèle, souplesse que l'on imaginait devoir pouvoir introduire à travers ou un accord de branche ou un accord d'entreprise. Bon, visiblement, ce n'est pas le cas, ce n'est pas dans ce sens-là que le législateur s'est dirigé. Mais pour moi, l'ordonnance Balai, qui est toute récente, elle est du 21 août, va également dans le déplacement du curseur entre mars 2020 et décembre 2020. Doit-on informer les salariés de leur situation irrégulière et du fait que nous allons devoir abonder leur CPF? Absolument. Quand à un moment donné, l'entreprise va être amené à constater, à faire le bilan des salariés qui ont bénéficié de l'entretien pro et de tout ce qui va avec au titre du bilan pro, et de constater qu'un certain nombre de salariés n'ont pas pu bénéficier de l'intégralité du dispositif, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu mettre toutes les croix dans les bonnes cases. Autodéclaration dans un premier temps auprès de l'OPCO et ensuite France Compétences, ça c'est bien précisé dans les textes. Obligation également
d'en prévenir le salarié et obligation bien évidemment de créditer son CPF, tout ceci de manière plus ou moins synchronisée et avec un tout petit peu de décalage par rapport au calendrier en interne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un bilan collectif à faire auprès des membres du comité social et économique. Alors la petite interrogation qui ressort à ce jour des textes, qui va informer le salarié? Il semblerait que dans une logique de dialogue social, l'entreprise ait cette obligation, en tout cas, même s'il n'y a pas une obligation au pied de la lettre, on va dire que d'un point de vue dialogue social et d'un point de vue transparence, ça me semble relever de la responsabilité de l'employeur. On ne sait pas si en parallèle ou en lieu et place, le salarié ne sera pas également informé par l'OPCO, plus précisément, sans doute, parce que là, je pense qu'il y a des dispositifs sur lesquels France Compétences va prendre la main de manière nationale, donc renseigné, informé par le biais de France Compétences et par le biais de ce qui, à un moment donné, va aussi être tracé dans son compteur personnel de formation. Connaît-on la proportion des entreprises qui sont, je cite la personne, dans les clous? Non, je suis vraiment là dans l'impossibilité totale de répondre à cette question. Et voilà, je vous le dis en toute franchise, là, j'ai pas d'infos. J'avais une question sur les nouveaux embauchés. Sommes-nous inquiétés en mars 2020 uniquement pour les salariés qui auront 6 ans d'ancienneté? Eh oui, bien sûr, puisque la logique des 6 ans est quelque chose qui est figé vis-à-vis des salariés, enfin la logique des 6 ans en 2020, hein, qu'on soit en mars 2020 ou 31 décembre 2020, est quelque chose qui est figé vis-à-vis des salariés qui faisaient déjà partie des effectifs en mars 2014. Par contre, vis-à-vis des salariés que vous avez intégrés au fil du temps, eh bien, le terme des 6 années est lié à l'ancienneté de chacun de vos nouveaux salariés embauchés depuis cette date. Donc c'est ensuite une échéance, une programmation de l'entretien biennal et ensuite une échéance finale à gérer salarié par salarié en fonction de sa date d'entrée dans l'entreprise. Alors, je pense qu'on va terminer par une question un peu large. Quelle formation privilégier pour former un grand nombre de salariés d'ici 2020? Ah, ça c'est la question piège pour finir. Je ne peux pas vous conseiller de thématiques particulières puisque bien évidemment c'est lié au cœur de métier de vos populations, mais on pourrait être sur une logique de développer des compétences transverses qui à la fois vont permettre aux salariés d'être plus efficaces et plus performants dans leur poste de travail, peut-être en renforçant par exemple le sentiment d'appartenance à l'entreprise, peut-être en leur donnant des connaissances sur des méthodologies de travail en équipe, sur des populations pour lesquelles ça peut être plus compliqué au quotidien, peut-être travailler sur leur niveau de français, leur niveau général en termes d'informatique. Voilà, des thématiques qui vont à la fois porter le salarié sur son quotidien professionnel et également sur une facilité dans son quotidien personnel, ce qui bien évidemment renforce grandement son appartenance à l'entreprise. Et ça, c'est toujours quelque chose d'important et de significatif dans la performance du salarié. Alors, avant de clôturer, Christine, je vais juste faire une petite annonce. Apparemment, on a été bloqué sur la slide 14. Ah, donc, je reviens dessus? Non, ça ne marche pas.
Sachez que la présentation va être envoyée par mail à tous les participants. D'accord. Donc, ils auront la slide 15 et 16 sans aucun souci. Et il faut que je le dise peut-être ou est-ce que... Je pense que les gens m'entendent. D'accord, bon. ok. Et le replay du webinaire sera également disponible par mail. Vous allez tout recevoir par mail. Et désolé pour la petite coupure. Voilà, donc problème réglé au niveau du replay avec un envoi complet du diaporama et le replay dans son intégralité, ce qui vous permettra de revenir sur certains points. Voilà, je crois que c'est le moment de nous quitter. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère avoir répondu à l'intégralité ou quasi. Il y avait une ou deux questions sur lesquelles je n'ai pas été dans la capacité de répondre précisément. J'espère néanmoins que j'ai répondu à vos attentes et je vous souhaite une bonne continuation et une bonne fin de journée. Au revoir.